le portrait d'une société où finalement l'endoctrinement commence dès le plus jeune âge, dès la petite enfance. Est-ce que ça, c'est une découverte, quelque chose qui vous a surpris? Vous avez quitté d'ailleurs la Russie, vous aviez 3 ans, hein, Xenia Bolchakova. Moi, j'ai quitté la Russie quand j'avais 3 ans. J'y suis revenue en 2010 pour travailler comme correspondante. Et c'est vrai que la militarisation de la société, elle n'a pas commencé avec les prémices de la guerre en Ukraine. Là. Ça a commencé très franchement après l'annexion de la Crimée et le début des opérations militaires dans le Donbass et ce qu'on appelle historiquement déjà le début de la guerre quand même en Ukraine. 2014, quand les séparatistes pro-russes commencent à se battre avec les autorités, avec les représentants des autorités de Kiev, il y a des bruits de bottes et l'effet que ça fait sur la société russe, c'est le suivant. C'est-à-dire que dans les écoles, on va commencer à distiller cette idée qu'il faut être prêt à mourir pour la patrie et ça passe par plusieurs catégories d'action politique, entre guillemets. Les autorités russes, d'abord, installent en 2015, offrent la possibilité aux parents d'inscrire leurs gamins dans des classes de cadets. Donc, c'est des classes militarisées qui sont ouvertes dans des écoles classiques, des écoles laïques, donc il y a des classes militaires. Et à partir de 2016, apparaît la fameuse Younarmia, qui est une sorte d'armée des jeunes, sous le patronage du ministère de la Défense, en accord avec le ministère de l'Éducation. Et la Younarmia va grossir d'année en année. On est à 25 000 membres, comme on le dit dans le documentaire, à sa création. On est aujourd'hui à plus d'1 240 000 gamins qui sont embrigadés dans ces mouvements de jeunesse. Et il y en a absolument partout. Et l'idée, là où, par exemple, à l'époque soviétique, on parlait beaucoup des mouvements pionniers, il y a quelques similitudes, mais là, c'est quand même très axé aussi sur la veine militaire. On apprend aux gamins l'histoire militaire du pays, le maniement des armes, on les entraîne physiquement tous les jours aussi. Et il y a cette notion très importante, c'est être prêt à mourir pour la patrie. Quelque chose qui est répété à longueur de journée à ces enfants. Et ça, c'est peut-être la nouveauté, entre guillemets, qu'il n'y avait pas à l'époque des pionniers, qu'il n'y avait pas à l'époque soviétique, rabâché quotidiennement à ces enfants qu'il faut mourir avec les honneurs, qu'il faut être prêt à mourir pour la patrie et pour le pays. Et je voudrais juste rajouter que de manière générale, le vert kaki est apparu dans le paysage russe à partir de 2014, justement. C'est-à-dire qu'il y a une armée, mais il y a aussi des magasins du ministère de la Défense ouverts, des boutiques de vêtements, de streetwear sur les grandes avenues des villes. Dans les stations-service, on peut acheter des rations militaires estampillées armées. Et donc, en fait, il y a des goodies comme ça militaires un peu partout. Et donc, l'armée, ça devient quelque chose d'omniprésent. C'est quelque chose, on est tous impliqués. Je ne sais pas s'il le dit dans notre film, mais un de nos experts nous disait ça justement, que cette grande armée, on est tous dedans, tout le pays vit à côté. C'est-à-dire qu'il y a une familiarisation avec le soldat. Donc ça devient quelque chose de proche. Et un phénomène qui se diffuse finalement dès le plus jeune âge et à toute la société. Je pense que l'objectif, c'est d'associer l'amour de la patrie, qui peut s'exprimer sous beaucoup de formes différentes, au sacrifice militaire. Et de cimenter en fait la population russe autour de cette cause-là, finalement. L'idée est de socialiser aussi des jeunes. On montre, toutes les enquêtes montrent que les jeunes, et d'ailleurs les sondeurs le déplorent eux-mêmes, ceux qui sont fidèles à l'État, que les jeunes consomment peu la télévision, qui sont peu réceptifs aux messages patriotiques, qui n'ont pas du tout envie d'aller se sacrifier pour l'Ukraine. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'appuyer au moment où ils sont enfants et où ils sont censés être malléables. Compléter sur cette idée de mobiliser la jeunesse, c'est-à-dire qu'à un moment donné où le pouvoir russe s'est rendu compte avoir plus autant de prise sur une jeune génération qu'elle l'avait sur la génération plus âgée qui regarde la télévision, effectivement. Et qui continue d'ailleurs. Hein. Et il y a eu plusieurs quand même mouvements de manifestation et d'opposition anti-Poutine, dont un des mouvements qui était qualifié de jeunesse Navalny. Donc c'était tous ces gamins, ces ados qui étaient sortis protester contre l'empoisonnement d'Alexei Navalny, qui est l'opposant numéro 1, considéré comme l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Et tout d'un coup, dans les rues de Moscou, il y a eu des jeunes âgés de 15 à 20 ans qui sont sortis massivement dans les rues. Et le pouvoir a pris un petit peu peur de cette jeunesse et il y a eu une décision politique qui a été prise de justement mobiliser cette jeunesse. Et comment est-ce qu'on la mobilise? On la mobilise en remettant la main sur l'éducation, donc reprise en main des manuels d'histoire, reprise en main de tout ce qui est activité périscolaire, extrascolaire. Donc c'est les clubs, les fameux clubs militaro-patriotiques, réécriture des manuels. Et là, il y a un effort conséquent qui est mené sur la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, on le dit dans le documentaire, ça commence à 6 ans. Quand la Younarmia est créée, au départ, les
recrutements se font à partir de 8 ans. Et les gamins les plus jeunes, au début, n'avaient pas plus de 10 ans. Et là, on a assisté quand même à des entraînements où tu as des petites filles de 5 ans et demi, 6 ans qui sont déjà éduquées au maniement des armes. Donc il y a une reprise en main. Les effets de cette reprise en main, pour l'instant, je pense c'est difficile de savoir exactement quels sont-ils maintenant, parce que ils se sentiront sur les générations Ils se sentiront sur les générations futures, si ça continue de la façon dont ça a été mis en place actuellement. Resserrage de la jeunesse, vous parlez de la réécriture de l'histoire, ça passe aussi par cet endoctrinement. On a vu dans le film ces cours, ces discussions sur les choses importantes, qui est la toute nouvelle matière à l'école, tous les lundis matins, je crois, pour exalter les valeurs patriotiques et militaires, justifier notamment l'invasion russe dans les programmes scolaires. Pour le coup, ça c'est un choix aussi qui se développe de plus en plus et sur lequel il faut être particulièrement vigilant en Russie. Je dirais que la manipulation de l'histoire a été un élément clé de l'adhésion de la population russe ou de la non-opposition de la population russe à l'invasion de l'Ukraine. On délimite par une réécriture de l'histoire les bons et les méchants. Le message est répété et martelé de classe en classe. Il passe ensuite par les médias. Et je dirais surtout pour les Russes qui n'ont pas accès, qui ne sont pas historiens professionnels, qui n'ont pas accès à une source alternative, eh bien, ma foi, c'est très difficile de distinguer les choses dans une histoire complexe. Et le côté compliqué, par exemple, de la participation des uns et des autres à la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, je dirais, est absent de l'imaginaire de la plupart des Russes, tout comme les répression stalinienne, c'est-à-dire le coût qu'il y a pu y avoir de cette politique soviétique qui est aujourd'hui à nouveau glorifiée. Elles ont disparu petit à petit des manuels d'histoire. Et donc, en fait, voilà, l'empire du bien et l'empire du mal sont construits d'une manière tout à fait claire. L'un des résultats de ce choix, de cette mémoire sélective, c'est que pour beaucoup de Russes aujourd'hui, la Russie est un pays vainqueur seulement dans la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. C'est le pays libérateur, c'est le pays qui a débarrassé le monde entier d'Hitler tout seul, sans alliés d'ailleurs. Et résultat, quand la guerre en Ukraine commence, il y a une espèce d'incrédulité aussi, enfin l'invasion massive commence, il y a une espèce d'incrédulité. Nous ne pouvons pas être un peuple agresseur parce que nous sommes les défenseurs. Et donc évidemment, en plus, si on vous explique qu'il y a des nazis en face, les nazis qui sont l'ennemi historique. En fait, le terrain était bien préparé déjà mentalement et émotionnellement par à la fois le matraquage de la propagande et une espèce de courant de fond pour que les Russes se disent mais bien sûr que nous sommes les protecteurs des Ukrainiens, qui sont ceux des Ukrainiens, qui sont nos frères, qui sont la prolongation de nous et qui sont menacés par des nazis. Et les nazis, on ne sait pas exactement qui c'est, mais le mot en lui-même est devenu une espèce d'agrégateur de l'ennemi, du mal absolu. Alors il y a l'élément de l'ignorance tout simplement de l'histoire en l'absence de sources alternatives, et dans la mesure où constitutionnellement on n'a pas le droit de critiquer la vision officielle de l'histoire russe, eh bien je dirais un grand nombre de Russes ne sont jamais confrontés à des visions alternatives, et un Russe ordinaire, eh bien ma foi, il a une connaissance très superficielle de l'histoire, mais surtout l'histoire qu'il écrit, et c'est pas propre à la Russie, est une histoire qui le met au centre, mais qui le met au centre toujours dans le rôle du bon. Et donc, il ne peut pas être méchant. Et le soldat de l'armée rouge, au cours de la Seconde Guerre mondiale, il n'a pu commettre, bien évidemment, aucune violence. Tout comme le soldat russe, aujourd'hui, pour beaucoup de Russes, sur le territoire ukrainien, bien évidemment qu'il devrait être le protecteur de la veuve et de l'orphelin. Le reste n'est pas possible. C'est un discours facile. Et c'est aussi une manière, je pense, de fermer les yeux de manière acceptable pour beaucoup de gens sur pas mal de choses. C'est-à-dire que les gens marchent avec des œillères. Mais nous avons été témoins pendant ce tournage, nous avons été témoins du court-circuit mental qui se passe chez quelqu'un comme Ludmilla. Comme cette Ludmilla. Donc la maman de cette femme psychologue. Voilà, qui est une femme très, très, très bonne, très gentille. Vraiment, toute sa vie, elle a jamais fait de mal à un chat, elle a jamais fait de mal à personne. Elle est vraiment, c'est une bonne personne bienveillante. Et qui donc, elle est contre la mort, elle est contre les bombes, elle est contre la guerre, elle est contre tout ça. Et quand on la place face à cette contradiction, disant que que les soldats russes portent la mort aussi, et en lui disant des choses très simples. Simplement, voilà, il y a eu des bombes qui sont tombées sur les villes ukrainiennes. Et en fait, on comprend que c'est pas... elle peut pas l'admettre. Il y a un moment où elle sait même. C'est assez étonnant, c'est assez irrationnel parce que elle n'est pas sûre à 100% d'avoir raison, elle n'est pas sûre non plus d'avoir tort, mais elle peut pas reconnaître
Ça veut dire que ça remettrait tout en question, ça remettrait toute sa vie en question, ça remettrait, il faudrait qu'elle, enfin, elle pourrait plus vivre en fait avec cette idée-là. Ce qui est sûr, c'est que il y a plus d'autorisation donnée depuis le début de la guerre aux journalistes des pays hostiles, dont la France fait partie. Donc, on n'a plus d'accréditation du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'était un risque, c'était un pari. D'y aller assez discrètement en fait et on a eu de la chance parce que la preuve justement ce qui arrivait à Evan Gershkovich, Le journaliste américain Wall Street Journal. montre que en fait le coup près est tombé, c'est-à-dire que c'est un signal très très clair qui n'était pas tombé jusque-là parce que jusqu'à ce moment-là, depuis le début de la guerre, beaucoup de rédactions ont fermé, beaucoup de correspondants sont partis, beaucoup de médias travaillent de l'extérieur de la Russie. Les quelques correspondants qui restent font très attention, sont surveillés, se savent surveiller. Parce que lui, il avait les autorisations. Lui, il avait toutes les autorisations pour filmer en Russie. Il avait fait des entretiens très officiels dans les semaines qui ont précédé son arrestation, y compris sur ce sujet sur lequel il travaillait. Il avait rencontré des députés, il avait rencontré des chefs d'entreprise, donc il faisait rien d'interdit. Pensait-on. Et ce qui veut dire, on ne sait pas en fait, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où sont les lignes. Ksenia Bolshakova. Le signal très fort surtout, c'est que depuis l'arrestation d'Evan, on sait que par exemple faire ce genre de travail, de reportage, de documentaire va devenir quasi impossible, voire tout simplement impossible. Comme Véronica le disait, il était accrédité et aujourd'hui il est accusé d'espionnage. Donc n'importe quel journaliste aujourd'hui qui ne peut plus avoir d'accréditation et qui prendrait le risque de se rendre en Russie pour essayer de mener un travail d'enquête serait forcément dans le viseur des autorités. Donc c'est un risque trop gros aujourd'hui à prendre pour une grande majorité de journalistes. Souligner que le seul voie pour le seul accès à Alexei Navalny et aux autres détenus politiques, c'est leurs avocats et l'État est en train de faire les lois pour interdire l'accès des avocats aux prisonniers politiques parce que maintenant on veut adopter une loi disant que interdire à partir aux avocats qui participent dans les cas de l'espionnage à quitter la Russie. Donc, ça veut dire qu'au bout de moment, tous ces détenus auront plus des avocats. Et donc, ce sera, et comme pour l'instant, c'est la seule voie qu'on reçoit leur parole d'Alexei Navalny ou d'Ilya Yashin, nous, donc l'État légaliste ferme cette porte aussi.